Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette session Les risques climatiques à l'échelle des territoires en 2050, prévenir plutôt que guérir. J'appelle à me rejoindre nos intervenants, Mathieu Godard, directeur général d'AXA France, et Jason Sagnès, coordinateur du programme Territoire, Climat et Énergie au sein du think tank The Shift Project. Je vous laisse vous installer. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Donc, Mathieu Godard, vous êtes directeur général d'AXA France. AXA est l'un des leaders de l'assurance et accompagne près de 100 millions de clients dans le monde, dont 8 millions en France, qu'ils soient particuliers, professionnels ou entreprises. Et vous êtes donc le premier réseau d'assureurs du pays. Jason Sagnès, bonjour. Donc vous êtes coordinateur du programme Territoire, Climat et Énergie, comme je le disais, au sein du Shift Project, qui vise à éclairer et influencer le débat sur les défis climat-énergie. Donc vous allez tous les deux croiser vos regards sur cet enjeu devenu vital de la gestion du risque climatique. Mathieu Godard, première question. AXA a une position unique en tant qu'assureur au modèle universel, couvrant l'ensemble des risques, des dommages aux biens, à la santé individuelle et collective. Cela vous donne une vision vraiment 360 sur les conséquences du dérèglement climatique, que ce soit au niveau très local sur les territoires ou au niveau planétaire plus globalement. Alors parlez-nous de la sinistralité climatique. Comment a-t-elle évolué ces dernières décennies ? Bien, bonjour à tous, tout d'abord. Merci pour cette première question. Alors, l'évolution de cette sinistralité, je pense qu'on la voit au quotidien, chaque jour, dans sa partie la plus visible. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de relais de ces événements climatiques. Mais peut-être pour poser quelques chiffres, si on regarde l'évolution des coûts des sinistres climatiques depuis le début de ce siècle, donc depuis début 2000, on a sur la première décennie une charge qui est à peu près un peu inférieure à 3 milliards d'euros par an. Sur la dizaine suivante, on est à peu près à 4 milliards d'euros par an. Et le rythme auquel on est depuis 2020, c'est plutôt 6 milliards. Donc on voit bien qu'il y a une forme d'accélération. Et puisque la question qui nous occupe, c'est 2050, si on projette ce chiffre à 2050, alors les meilleurs experts vous diront qu'on devrait être autour de 8-9 milliards. Donc ça montre quand même l'accélération significative de la charge à laquelle on est tous confrontés face à ces sinistres climatiques. Donc je reviens sur ce que j'évoquais au début. Il y a à la fois les sinistres les plus médiatiques, inondations, épisodes de grêle dont on parle énormément dans les médias, mais il y a aussi des sinistres plus silencieux, si vous me passez l'expression, comme notamment les épisodes de retrait-gonflement des argiles. Vous savez, c'est ce phénomène qui consiste à avoir des maisons qui sont bâties sur des sols qui sont argileux, et à travers les épisodes successifs de pluie puis de forte chaleur, d'avoir une maison qui est mise sous contrainte, sous cet effet de retrait-gonflement, et donc des fissures qui apparaissent. C'est un phénomène qui est moins médiatique, moins spectaculaire, mais qui, pour le coup, a été à l'origine de plus de 50% du déséquilibre de notre régime catastrophe naturelle. Et donc c'est un élément qui est important de garder en tête, d'autant plus que près d'une maison sur deux construite en France est potentiellement susceptible d'être frappée par ce phénomène. Et ça ne touche pas seulement les maisons individuelles, d'ailleurs, les infrastructures aussi peuvent être touchées. Absolument. Puis un autre phénomène assez silencieux aussi, dont on parle peut-être un peu moins, ce sont les conséquences liées à la santé. Les étés caniculaires qui se succèdent peuvent faire porter à une entreprise de BTP, par exemple, qui a des employés qui travaillent en plein air, des difficultés d'exercer leur métier en pleine journée lorsque les températures atteignent 40 degrés au thermomètre, mais en ressenti peut-être 45. Donc ça, c'est un élément qui est aussi important à avoir en tête. Et donc, ça doit nous appeler dans notre rôle à agir sous deux axes. Un axe d'atténuation dans notre activité et dans dans notre activité d'assureur des conséquences, de l'atténuation de l'effet de notre activité sur ce réchauffement climatique, mais aussi d'adaptation de notre territoire et de nos activités à ce réchauffement climatique.
Donc on va parler à la fois atténuation et adaptation. Commençons par ce premier volet atténuation avec un projet que vous soutenez justement chez AXA France. Jason Sagnès, le Shift est donc une association d'intérêt général. Vos membres financeurs sont des entreprises dont AXA fait partie. Vous publiez des études et des rapports avec cette rigueur scientifique et puis ce regard sur l'économie avant tout physique et systémique. Donc AXA soutient le projet Atlas 2050 pour une durée de 3 ans, qui a réalisé le rapport Anticiper les conflits d'usage de ressources au service de la transition des territoires. Est-ce que vous pouvez nous partager les premiers résultats ? Oui, alors merci, bonjour à tous. En effet, pour ce dernier travail, on s'est intéressé aux conditions physiques de mise en œuvre d'un plan de décarbonation et d'adaptation à l'échelle des territoires, en s'intéressant spécifiquement aux ressources locales. Par ressources locales, on entend des ressources qui sont soit disponibles localement sur notre territoire ou qu'on va produire sur notre territoire. C'est le cas par exemple de l'électricité qui va permettre de décarboner une partie de nos mobilités, de notre chauffage. C'est également le cas de la biomasse agricole, c'est-à-dire ce qui est issu de l'agriculture. C'est également le cas du bois, qui va permettre de décarboner une partie du secteur de la construction et qui va aussi nous permettre de capter du CO2. Et in fine, on va aussi avoir besoin d'eau et de sol. Et donc, pour partager 2 enseignements sur le volet atténuation issu de notre étude, le premier, c'est qu'on a constaté que l'augmentation des besoins de ces ressources-là pour se décarboner allait être en généralité, principalement concentré à certains endroits du territoire et pas sur les mêmes endroits en fonction des ressources qui sont concernées. Si je prends l'exemple de l'électricité, on constate que c'est principalement dans les bassins industriels que l'augmentation des besoins va être la plus forte et la plus concentrée. Donc ça va se situer du côté de Dunkerque, du côté de Fos-sur-Mer, au Havre ou encore du côté de Saint-Nazaire. Pour ces territoires, on a évalué l'augmentation de la consommation électrique à une augmentation d'environ 2 à 2,5 fois ce qu'on consomme actuellement. Pour le département de la Seine-Maritime, ça correspond à environ 22 TWh, ce qui est l'équivalent d'à peu près deux nouveaux EPR. Et donc, ça pose d'énormes enjeux d'infrastructure, de raccordement, d'équilibre du réseau, et donc de potentielles tensions ou conflits d'usage si on ne parvient pas à développer ces infrastructures dans les temps. Un deuxième enseignement, c'est de dire que tous les territoires n'auront pas la même capacité à mobiliser ces ressources que j'ai citées juste avant pour justement permettre notre décarbonation. Si je prends par exemple l'exemple du foncier, on va en avoir besoin pour développer nos ENR ou encore développer de nouvelles cultures pour avoir plus de biomasse agricole ou encore des territoires qui sont pourvus de couverture forestière et qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs de puits de carbone. Et donc, nous, notre recommandation, c'est de bien identifier l'ensemble des besoins et des disponibilités dans le temps, entre maintenant et 2050, et d'inscrire ces éléments dans des schémas de planification, d'une part à l'échelle locale, et de les remonter jusqu'aux stratégies nationales, donc aux plans nationaux, y compris dans la stratégie nationale bas carbone, pour in fine avoir à la fois, au-delà des grandes orientations sectorielles qu'on retrouve dans la stratégie nationale bas carbone, également des grandes orientations territoriales. La stratégie nationale bas carbone qui, on le rappelle, est donc la feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique. Mathieu Godard, en tant qu'investisseur et assureur, quels sont vos leviers d'action justement sur l'atténuation ? Alors vous avez raison, on a 2 rôles qui sont importants. Sur le volet de l'investissement, on a depuis plus d'une dizaine d'années déjà commencé à exclure de nos investissements toutes les énergies fossiles. Ça, c'était une décision assez inédite dès l'année 2015. Mais en complément de ça, on a aussi décidé d'orienter nos investissements en direction d'énergie verte et de soutenir la transition écologique. Et donc, si je donne un bilan à date de ces actions, on a plus de la moitié de notre fonds d'actifs général, votre fonds euro, qui est aujourd'hui dirigé vers, dont on a réduit l'intensité carbone, et c'est plus de 5 milliards par an qui sont investis directement pour favoriser cette transition écologique. La deuxième chose qui est importante, c'est notre rôle d'assureur, comme vous l'évoquiez. Et là, on fait référence au sinistre. Comment est-ce que,
dans la gestion d'un sinistre, la reconstruction post-sinistre. On essaye de ce qu'on appelle en anglais build back better, essayer d'avoir une reconstruction qui soit plus raisonnée. Et donc, je peux vous donner 2 exemples très concrets. Le premier, c'est pour ce qui concerne les sinistres automobiles. On a favorisé l'utilisation de pièces de réemploi, des pièces qui sont parfaitement fonctionnelles. Et aujourd'hui, c'est plus d'une réparation sur 5 pour laquelle on fait appel à des pièces de réemploi. Donc, on réduit l'empreinte carbone de cette réparation. Mais c'est également une garantie verte qu'on a souhaité proposer à nos clients en soutien d'un investissement qu'ils pourraient faire, qu'on va partager ensemble pour faire en sorte que votre domicile, par exemple, qui a été frappé par une catastrophe climatique, eh bien, on puisse faire en sorte d'améliorer sa performance thermique. Je pense à l'isolation, au système de chauffage ou encore au système d'isolation, chauffage et pompe à chaleur. Donc voilà, oui, on va contribuer à moitié à cet investissement que vous pourriez faire. Et donc ça va au-delà de l'indemnisation qu'on fait habituellement. Donc voilà, sur les 2 volets, investissement et assureur, le type d'action dans lesquelles nous sommes engagés. Donc favoriser l'économie circulaire chez vos assurés et puis contribuer à la massification de la rénovation énergétique, ce qui est indispensable au niveau national. Vous vouliez ajouter quelque chose peut-être? Non. Voilà, donc, toutes ces mesures, c'est aussi prévenir plutôt que guérir et agir en faveur de l'adaptation des bâtiments, des entreprises, des territoires, ce qui est un volet absolument indispensable actuellement. Donc expliquez-nous maintenant le rôle d'AXA France sur l'adaptation justement. Alors, j'ai une conviction, c'est que le sujet de l'adaptation et de la prévention est un sujet fondamental. Et de ce point de vue-là, on fait des choses à la fois très concrètes, très actuelles, mais aussi on capitalise sur la technologie pour nous préparer à des risques futurs. Donc, sur les choses extrêmement concrètes, notre objectif, c'est, avec le soutien notamment d'AXA Prévention, c'est de mobiliser la population française à la perception de ce risque et au fait de s'engager sur des actions très concrètes. Donc comment est-ce que je rends mon habitation plus résiliente à ce risque d'inondation, aux fortes chaleurs, au risque des retraits-gonflements d'argile que j'évoquais tout à l'heure. C'est aussi des initiatives un peu plus long terme, notamment l'initiative sécheresse, avec France Assureur. On a pris des échantillons de maisons qui sont aujourd'hui sur ces territoires qui sont soumis à ce phénomène pour pouvoir tester les meilleures solutions pour renforcer la résilience de ces maisons individuelles. Et puis ensuite, quand il s'agit de capitaliser sur la technologie, on a des initiatives où on va, avec un chef d'entreprise, projeter les risques auxquels il est exposé à horizon 2030-2050 pour qu'il puisse dès maintenant réfléchir à la bonne implantation de ces installations, aux mesures très concrètes qu'il peut entreprendre pour adapter son usine, ses locaux à ces risques auxquels il est exposé. Donc, notre ambition ici, c'est de renforcer cette prise de conscience, mais aussi et surtout peut-être de faire en sorte que nous passions tous ensemble à l'action. On le voit, en plus, ces risques sont vraiment à toutes les échelles. Comme Mathieu Godard le souligne, il faudra composer avec une augmentation des tendances moyennes climatiques moyennes, des fluctuations plus importantes, et donc une hausse de l'incertitude. C'est aussi ça qu'il va falloir gérer. Jason Sagnès, quels impacts sur les ressources locales qui sont d'ores et déjà mobilisées pour nous nourrir, pour nous chauffer ou pour aménager nos territoires ? Alors, effectivement, là où la mise en œuvre de leviers d'atténuation ou même de gestion de conflits d'usage relève de choix plutôt maîtrisables, l'évolution du climat et ses impacts, eux, ne le sont pas. Donc effectivement, on va avoir une part d'incertitude qui va être croissante quant à la disponibilité future des ressources dont on a besoin d'ores et déjà pour nos activités et dont on aura encore plus besoin à l'avenir pour se décarboner. Si je reprends 2 autres enseignements sur ce volet adaptation, du côté du sol, entre les submersions marines, les inondations ou encore ce phénomène de retrait-gonflement d'argile, on va potentiellement avoir des territoires qui vont être exposés à des aléas répétés et cumulés et qui vont rendre une partie du foncier trop exposée pour poursuivre les usages actuels, que ce soit l'agriculture, la sylviculture, d'autres activités économiques ou encore tout simplement du cadre de vie.
Nous, dans notre étude, on a estimé aujourd'hui qu'un établissement public de coopération territoriale, un EPCI sur 4, était aujourd'hui exposé à 2 de ces 3 risques, et un EPCI sur 20 était exposé à 3 de ces risques-là, sachant qu'aujourd'hui, on a 1250 EPCI. C'est le cas, par exemple, de la métropole de Bordeaux. Et donc, le risque, c'est au fur et à mesure d'arrêter d'utiliser une partie de notre foncier et d'avoir un foncier mobilisable qui décroît, et donc de renchérir une certaine forme de compétition d'usage pour l'accès à ce foncier, soit pour maintenir des usages existants, soit pour en développer de nouveaux, territoire par territoire. Si je prends un autre exemple sur le bois, ce qu'on a regardé, c'est que parmi les départements les plus producteurs de bois, 10 d'entre eux ont une production qui est composée à plus de 25% d'espèces qui sont vulnérables, soit à la sécheresse, soit aux maladies. Donc effectivement, ce qu'on constate et ce qu'on indique, c'est qu'on va avoir un niveau d'incertitude qui va être croissant quant à la disponibilité. Et donc en termes de recommandations, nous, ce qu'on formule, c'est dans les schémas de planification ou dans les stratégies pour la gestion des risques, c'est d'intégrer des marges de sécurité. C'est d'intégrer en fait des plafonds au-delà desquels en fait, il ne sera pas raisonnable de compter sur cette ressource, au risque sinon soit d'entrer dans des potentielles tensions, des conflits d'usage, voire tout simplement des pénuries. Et la deuxième recommandation, c'est de piloter, c'est-à-dire de suivre finement l'évolution de cette disponibilité et d'évaluer la dépendance que nos activités ont par rapport à ces ressources-là, et de regarder dans quelle mesure en fait, ce risque il est plus ou moins croissant et plus ou moins critique pour la pérennité de l'activité. Justement, on se pose toujours cette question assez brûlante, on peut le dire, sur quelle est la bonne échelle d'action, quelle est l'échelle la plus pertinente. Mathieu Godard, vous qui êtes en première ligne, donc encore une fois, on est face à un défi multiforme, et, à la fois pour AXA, pour vos clients. Alors comment articuler l'action entre toutes les parties prenantes ? Alors vous avez raison de dire que le sujet est extrêmement local parce qu'en fait, on parle de ce dérèglement climatique comme un risque systémique, un risque qui est global, c'est absolument vrai. Néanmoins, il se décline de manière extrêmement différente d'un territoire à l'autre. Et ça, on peut l'observer à travers les sinistres auxquels on est confronté, et on développe d'ailleurs de ce point de vue nombre de cartographies pour essayer d'identifier ces risques, de pouvoir les caractériser, de pouvoir aider nos clients à mieux s'y préparer. Et donc l'échelle d'action, pour répondre à votre question, elle doit être locale. De ce point de vue-là, on a la chance chez AXA d'avoir des agents généraux qui sont partout sur le territoire et qui sont en soutien, que ce soit à la fois des clients particuliers, des clients entreprises ou encore des collectivités locales. Et donc c'est à cette échelle-là qu'il faut pouvoir agir. On a décidé récemment avec l'association AXA Prévention d'aider notamment les maires. Les maires ont déjà, comme vous le savez, énormément de sujets à régler, et souvent on voit d'ailleurs que la charge mentale est importante. On a décidé de les aider sur la rédaction de leur plan communal de sauvegarde, qui est un exercice qu'ils doivent réaliser pour préparer leur commune justement à ce risque climatique. Et donc avec un outil Ma Commune en Action, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir leur apporter un soutien pédagogique, méthodologique, extrêmement concret pour leur permettre de faire le bilan, de faire un diagnostic des risques auxquels leur commune est exposée, et ensuite de pouvoir en décliner des actions extrêmement concrètes pour pouvoir mieux se prémunir des risques auxquels ils sont exposés. Voilà un exemple très concret, mais je pense que c'est vraiment, et je reviens là-dessus et je continuerai d'insister, notre enjeu, c'est vraiment sur ce sujet de la prévention, non pas uniquement d'en parler, parce que je pense que chacun à notre échelle, on est engagé sur ce sujet, c'est dorénavant de faire en sorte que tous ensemble, nous passions à l'action, que ce soit à l'échelle du particulier, que ce soit à l'échelle du chef d'entreprise, ou encore que ce soit à l'échelle des collectivités. Et d'ailleurs, les études, et celles-ci en particulier aussi, peuvent aider les collectivités. Jason Sagnès, cette échelle locale, on l'aura compris aussi, pour le shift, elle est incontournable. Alors oui, tout à fait. Donc je souscris à ce qui a été dit juste avant, je vais essayer de compléter. En réalité, aujourd'hui, si on veut reprendre, j'en ai pas trop parlé, notre destin un peu énergétique en main, celui d'arrêter pour se passer des fossiles, on va devoir en fait relocaliser une partie des risques sur lesquels aujourd'hui on n'a pas la main. Trump d'un côté avec le pétrole, Poutine de l'autre avec le gaz.
on va devoir relocaliser tout ça vers un système qui est plus contraint, mais a priori plus maîtrisable, parce que en partie fondé sur nos ressources dont on dispose sur notre territoire. Et donc, dans ce contexte, les territoires vont avoir un rôle de premier plan, à la fois avec cette opportunité de pouvoir mettre en œuvre des leviers d'atténuation, pouvoir mettre à disposition des ressources qui sont essentielles pour se décarboner, développer une certaine forme de résilience, et également la responsabilité de devoir arbitrer sous contrainte physique de ces ressources-là pour atteindre nos objectifs et garantir, encore une fois, la résilience de nos territoires. Et le deuxième point sur les maires, c'est qu'effectivement, les maires, les élus municipaux ou encore les présidents d'interco sont des acteurs clés dans tout ça. Et donc nous, très récemment, on a mené une enquête auprès d'eux pour aller voir pour connaître leurs préoccupations face à ces enjeux-là, ce qui les pousse à agir, ce qui les motive à agir, et également les freins qu'ils peuvent rencontrer. On va publier l'ensemble des résultats issus de cette grande enquête le 12 février prochain, mais je peux d'ores et déjà partager 3 enseignements qui me semblent importants pour aujourd'hui. Le premier, c'est que ces acteurs-là sont préoccupés. Ils l'indiquent, ils sont préoccupés ou très préoccupés à hauteur de plus de 87% s'agissant du changement climatique, et c'est 70% s'agissant de la dépendance aux énergies fossiles. Le deuxième enseignement, c'est que leur engagement dépasse très largement les préférences partisanes. Qu'ils nous indiquent avoir une sensibilité plutôt de gauche, plutôt du centre ou plutôt à droite, finalement, la sensibilité politique n'est pas un choix, n'est pas un sujet. Le sujet, c'est bien d'agir en faveur de la transition. Et le troisième, c'est quand ils nous évoquent leur motivation, en fait, ils agissent par pragmatisme pour des choses très concrètes qui sont liées au maintien ou à l'amélioration du cadre de vie et de la santé des habitants, ou bien à l'amélioration ou au maintien du pouvoir d'achat. Et de ce point de vue-là, en fait, ces motivations, elles sont partagées par tout un tas d'autres acteurs qui agissent au niveau des territoires, comme AXA le fait avec ce que vous pouvez faire du point de vue de la prévention. Et donc, à mon sens, il va falloir compter sur les nouvelles équipes en place juste après les municipales, comme des prochains alliés pour travailler ensemble sur l'accélération de la transition dans les territoires. C'est ce qu'on appelle, vous évoquiez finalement les co-bénéfices de la lutte contre le changement climatique. Exactement. Et en fait, de ce point de vue-là, eux considèrent que c'est agir en faveur du climat qui est un co-bénéfice de d'autres actions qui sont, elles, celles des préoccupations des habitants, comme le cadre de vie ou encore le pouvoir d'achat. Ou la santé, le vivre ensemble. Mathieu Godard, une question. Comment aller plus loin encore justement sur cette perspective de co-construction entre les différents acteurs, d'action commune, d'action mutualisée? Je pense que de ce point de vue-là, il faut qu'on dézoome un peu, qu'on se projette sur le long terme. Et on peut déjà commencer par se dire qu'en France, on a la chance d'avoir un système concurrentiel et assurantiel qui est efficace. L'assurance marche bien en France, il y a beaucoup d'acteurs qui sont présents. L'assurance, quoi qu'on puisse en lire parfois, est compétitive en termes d'accessibilité. Quand vous regardez une assurance multirisque habitation en France, on est en dessous en moyenne des 300 €. Quand on est aux États-Unis, on est plus près des 3 000 €. Donc, il faut quand même avoir ce constat-là. Ensuite, la mobilisation, comme je l'évoquais tout à l'heure, elle doit être générale. Parce que le défi auquel on est confronté, ce défi climatique, c'est un risque systémique. Et ça n'est pas l'assureur seul, ça n'est pas vous seul, ça n'est pas l'État seul qui vont pouvoir trouver des solutions. C'est la mobilisation de l'ensemble de cette chaîne. On a un outil qui est formidable en France qui s'appelle le régime des catastrophes naturelles, dont est issu un fonds, le fonds Barnier, pour pouvoir procéder à des investissements au niveau local, notamment en fonction des risques auxquels, justement, on en parlait tout à l'heure, le territoire est exposé, pour pouvoir augmenter sa résilience. Ce fonds, ce que je peux vous dire, c'est qu'on sait de combien il est doté, on manque un peu de transparence sur son usage en termes de déploiement au sein des territoires pour pouvoir renforcer cette résilience, mettre en œuvre des actions concrètes de prévention. Donc, je pense que c'est un bon sujet sur lequel on peut encore progresser. Mais pour revenir à votre question initiale, je veux réinsister sur le fait que chacun à notre place, nous avons un rôle. Donc AXA va continuer à pousser cette prise de conscience, mais surtout peut-être
faire en sorte que les gens passent à l'action, que nous tous dans cette salle, et peut-être on peut chacun s'interroger sur qu'ai-je fait, si vous avez un pavillon, une maison, qu'ai-je fait pour renforcer la résilience? Ai-je bien conscience des risques auxquels je suis exposé, qu'ils soient les risques de retrait-gonflement d'argile, de tempête? Est-ce que ma maison est préparée à ça? Est-ce que je suis prêt à affronter une inondation si je suis dans une zone comme celle-ci? Donc, à titre individuel, la collectivité, on en a beaucoup parlé, c'est probablement un nœud très important pour renforcer la résilience d'un territoire. Et puis enfin, le soutien de l'État qui est aussi indispensable. Donc c'est tous ensemble qu'on arrivera à relever ce défi et chacun a un rôle important à jouer. Jason, vous voulez ajouter quelque chose pour conclure? Il nous reste presque 4 minutes. Bon, enfin, concrètement, je souscris à ce que vous venez de dire juste avant. En un mot, ce qu'on indique dans nos derniers travaux, c'est que oui, on devra composer avec les collectivités, le travail des collectivités, qui sont des acteurs qui ont une expertise du terrain, qui sont le maillon essentiel entre une planification à l'échelle nationale qui décline déjà des objectifs qui sont eux-mêmes pour la plupart européens. Et donc ce qu'on indique, c'est que ce sont des acteurs clés, et pour autant, il va falloir les aider à faire. C'est-à-dire, en fait, pour la plupart, ils n'ont pas systématiquement la compétence, les moyens techniques, le temps, ou même les moyens financiers pour. Et donc, à mon sens, un des éléments clés aussi à avoir en tête, c'est que il faut un accompagnement qui soit sanctuarisé, que ce soit un accompagnement de la part de l'ingénierie publique, comme des agences comme l'ADEME, la NCT ou encore le CRMA, pour décliner des méthodes, des outils, diffuser des exemples concrets en fait de choses qui fonctionnent sur d'autres territoires, de bonnes pratiques, exactement. Apporter de la formation. Un des enseignements aussi qu'on a constaté à travers notre enquête, c'est que plus les répondants nous indiquaient qu'ils avaient un niveau élevé de connaissances sur le sujet, et plus en fait ils jugeaient pertinent les actions d'atténuation ou d'adaptation, et plus ils les mettaient en œuvre. Et donc là-dessus, en fait, je pense qu'il y a vraiment un champ à instruire sur la façon de les outiller et de les accompagner pour avancer. D'ailleurs, AXA Climate est très actif, la filiale formation sur la formation à la fois des entreprises et des élus, des collectivités. Pour conclure ce regard croisé, donc l'urgence climatique nécessite davantage de prévention et de logique de proximité, on l'aura compris, une articulation entre les mesures d'atténuation et d'adaptation, bien évidemment, une gestion des risques concertée et mutualisée entre acteurs publics et privés, avec des leviers encore sous-exploités à développer davantage, comme le fonds Barnier, qui peut permettre de faire passer l'adaptation au niveau supérieur, donc à ne pas négliger. À votre échelon, celui d'AXA, on constate cette cohérence entre la gestion de vos fonds en tant qu'investisseur responsable, l'évolution de vos produits d'assurance au regard des risques, vos outils opérationnels à disposition des territoires qui sont mobilisables et que les collectivités peuvent continuer à explorer, et enfin une culture de la prévention. Ça, c'est un mot qu'on a beaucoup répété, mais je crois qu'il est vraiment très très important et au service de tous, puisque c'est pas uniquement au service de vos assurés. On voit ce plaidoyer pour la prévention en général pour permettre un passage à l'action au niveau supérieur finalement. Donc, pour reprendre les enseignements de l'étude du Shift, la planification par les ressources locales offre un cadre structurant pour articuler, coordonner et mettre en cohérence l'ensemble des politiques climatiques, énergétiques, agricoles, industrielles et d'aménagement du territoire, en prenant appui sur les réalités physiques et les spécificités territoriales. Merci à tous les deux pour vos interventions très riches. Merci à vous. Et puis, la séquence suivante est consacrée aux mobilités de demain. On va parler des infrastructures adaptées et des usages réinventés. Ce sera ma consoeur Raphaëlle Orenbuch qui va animer les échanges. Merci à tous.